Voilà, pour cette seconde partie de notre matinée, nous allons entendre d'abord Madame Antilla. Madame Antilla, est-ce qu'il est nécessaire de vous la présenter encore? On vous entend, Madame Antilla, sur toutes les antennes. Décidément, vous êtes une ambassadrice extraordinaire. Alors, je me suis dit tout à l'heure, en vous saluant, Madame, que j'avais l'impression, à vous entendre, que je comprenais le finnois. Et ce n'est vraiment pas surprenant, puisque vous êtes française de naissance. Et que donc, cette extraordinaire connaissance de la langue que vous avez, ce n'est pas par hasard, mais ça fait de vous une spécialiste et de l'enseignement du français et de l'enseignement tout court. Et vous allez nous présenter brièvement ce modèle finlandais devant lequel je pense qu'un certain nombre de personnes ici présentes, et peut-être bien de politiques de la communauté française, rêvent d'arriver un jour. Merci, Madame Antilla. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc très heureuse de continuer la conversation de ce matin, de prolonger et de vous montrer que les Finlandais, ce ne sont pas des êtres qui habitent sur une autre planète, et les enfants finlandais sont absolument les mêmes que les petits Belges, que les petits Français ou que les autres petits-enfants, mais simplement on a essayé de faire un système qui leur convienne. Donc 4 points principaux, bien sûr. Que se passait-il avant les années 70? Pourquoi cette date? C'est parce qu'avant les années 70, bien sûr, le système était tout à fait identique à celui qui se trouve encore dans quelques pays, c'est-à-dire un gros échec scolaire, des examens pour passer du primaire au premier cycle secondaire, autre examen pour passer du premier cycle secondaire au second, et par conséquent, beaucoup d'enfants qui étaient en dehors du système scolaire, un gros pourcentage de chômage, de difficultés que l'on croyait dues à la non-qualification des jeunes. Je situe pour ceux qui ne sauraient pas encore comment se présente la Finlande. Vous voyez que c'est couvert de bleu et de vert. On se demande où sont les habitants. Et oui, c'est ça le gros problème, c'est que la Finlande est un pays qui est très étendu, 330 000 km², quelque chose comme ça, avec à peu près 15 habitants au kilomètre carré. Et vous voyez que la densité de la population se trouve bien entendu dans le sud du pays et sur la côte et dans quelques grandes villes. Donc un des problèmes, un des défis de l'enseignement était qu'il n'y avait pas partout la possibilité pour les enfants d'apprendre, de suivre une scolarité. Ils allaient à l'école primaire et après, eh bien, ils travaillaient là où ils pouvaient, ou ils allaient ailleurs. Donc pour permettre à tous les enfants de tout le pays, de toutes les classes sociales, de pouvoir suivre une scolarité un peu plus longue et complète, eh bien, on a fait une réforme. Alors cette réforme, elle a été très progressive, mais on a décidé de faire qu'on va instaurer partout sur le territoire une école fondamentale, c'est-à-dire l'école primaire plus le collège, pour 9 ans, pour tous et partout. Cette idée, bien sûr, je pense que vous en avez déjà parlé, les Finlandais ne l'ont pas eue tout seuls. Il y a eu bien sûr des constatations, mais ils ont regardé ce que faisaient leurs voisins. Donc les voisins, on a regardé plutôt les voisins de l'Ouest, on a regardé ce que faisaient les Suédois, les Norvégiens, et bien sûr on a modifié en fonction de la société finlandaise, et on a pris des idées, mais les systèmes ont le même but, les mêmes objectifs, mais ils ont maintenant des applications un peu différentes. Donc on a voulu, bien sûr, je prends ce que les pays nordiques avaient choisi, c'est-à-dire mettre l'enfant au centre du système, décentraliser les responsabilités. Ce sont les communes en Finlande qui sont chargées d'organiser l'enseignement, essayer d'intégrer les handicapés qui étaient dans des écoles spécialisées auparavant, et il s'agit bien entendu des handicapés physiques, promouvoir les enfants de l'immigration,
et les réfugiés, qui a très bien fait en Suède, mais un peu moins bien en Finlande au début, mais qui se fait, je pense, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, assez bien. Apprendre, puisque les enfants, dans aucune classe, on aura une homogénéité, donc donner à tous la possibilité d'apprendre plus ou moins vite, chacun à son propre rythme. Et surtout, donner des bases solides, c'est-à-dire de supprimer les filières trop tôt dans l'enseignement. Éviter, bien entendu, si c'est possible, le redoublement qui ne mène à rien, sauf peut-être dans les toutes premières classes. Vous avez vu dans les statistiques qu'en Norvège, il y avait 0% de redoublement. En Finlande, ça peut arriver si l'enfant n'est pas assez mûr, mais on le conseille dans les toutes premières classes, et ce sont plutôt les parents qui vont le demander. Et surtout, une aide importante pour éviter justement tout problème de redoublement. Et enfin, une évaluation qui n'est pas une évaluation négative, mais au contraire motivante pour l'apprentissage des enfants. Voilà comment se profile l'enseignement en Finlande. On commence à l'âge de 7 ans, c'est très important, je vous en reparlerai, et on termine à l'âge de 15-16 ans, avec toutefois une possibilité en classe 10 d'améliorer quelques matières, quelques notes qui ne permettraient pas, sans cela, le passage dans les lycées qui deviennent beaucoup plus sélectifs et surtout la formation professionnelle qui est extrêmement revalorisée. Et comme vous le voyez par ce schéma, il est possible de passer d'un système à un autre et ensuite de continuer des études ou bien dans des instituts supérieurs professionnalisés ou hautes écoles ou l'université. Du moment qu'on a passé un baccalauréat, toutes les portes sont ouvertes, mais c'est une autre histoire. Donc le système se compose d'une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, et puisqu'elle est obligatoire, bien sûr, elle doit être 100% gratuite. Scolarité, fourniture, même repas chaud, un tiers des besoins nutritifs des enfants, les transports si on habite à plus de 5 km du domicile, si l'école a plus de 5 km du domicile, les sorties de classe, les voyages d'études, on ne peut plus faire payer les enfants, il faut s'arranger autrement. Donc là, je vous l'ai dit, suppression des filières qui existaient aussi en Finlande. Il y avait ceux qui faisaient du latin, des mathématiques, des sciences ou autre chose. Et bien entendu, pas ou peu de redoublement. On compte, quand on pose la question aux Finlandais, il y a un élève par école de temps en temps qui double, mais ce sont des cas très particuliers. La Finlande est un pays bilingue, 5% de la population est suédophone, et pour une raison historique, tout le monde apprend le suédois quand on est finnophone, et tout, bien sûr, la réforme a fait que les suédophones doivent apprendre aussi le finnois. Donc on a dû faire des structures parallèles, équivalentes, pour les deux communautés linguistiques. Comme on est arrivé, presque, vous l'avez vu dans les études PISA, à avoir des écoles qui se ressemblent fort avec la même qualité, eh bien, il est normal de suivre l'enseignement dans l'école de son quartier ou à une distance avec le ramassage scolaire, bien entendu, qui est gratuit. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. On va dans l'école de son quartier, presque d'office, mais on peut choisir autre chose aussi, c'est-à-dire choisir une école avec une spécificité pédagogique différente comme les écoles Steiner, ou une école spécialisée en langue, une école internationale, peut-être bientôt une école européenne. Donc là, les parents peuvent choisir un peu un profil différent, mais la majorité suivent l'école dans leur quartier. Il y avait en Finlande deux réseaux, un réseau privé et un réseau public. Eh bien, on a demandé au réseau privé de rejoindre le réseau communal et un peu à la fois de s'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que les enfants des écoles privées puissent aller gratuitement aussi suivre les cours. Donc les écoles se seraient trouvées en grande difficulté financière et ont accepté, je pense, assez facilement d'être subventionnées par l'État ou les communes. Donc il y a très peu d'établissements privés.
quelques écoles donc à profil international ou de langue, quelques écoles d'handicapés, mais la majorité donc dépendent des communes. Très peu aussi dépendent directement de l'État. Par contre, le supérieur, le second degré, j'ai mis les âges pour qu'on parle de la même chose, sont absolument nationaux. Les enfants vont dans le lycée de leur choix et suivent ensuite les études à l'université, là où ils seront admis. Alors, qu'est-ce qui fait la force de cet enseignement? Eh bien, c'est justement le soutien des élèves. Et surtout, je pense, le dépistage précoce des difficultés d'apprentissage. Donc, on apprend aux professeurs à voir quel élève a des difficultés ou aura des difficultés. Et ensuite, l'école a sur place une équipe pour aider les enseignants. C'est d'abord l'enseignant qui aide l'enfant qui a des problèmes, peut-être un peu plus lents, où il a été absent, il lui manquait quelque chose. Donc après le cours, il va l'aider, mais s'il ne peut pas lui-même remédier, il demandera à ce qu'on appelle en Finlande, ou ce que moi j'appelle un enseignant spécialisé, c'est-à-dire qui est capable, c'est un enseignant polyvalent, qui est capable d'apprendre différemment aux enfants. Il se met d'accord sur les objectifs qu'il faut atteindre dans une matière et ensuite il va prendre en dehors de la classe l'enfant, le prendre dans un petit groupe ou individuellement et s'en occuper, lui faire comprendre de différentes manières pour qu'il atteigne les objectifs. Et dès qu'il a atteint les objectifs, dès qu'il peut suivre la classe normalement, il rejoint sa classe. Mais il fait toujours partie de la classe pour toutes les autres matières, donc il n'est pas isolé de toute façon. Et si les difficultés d'apprentissage sont autres que simplement un peu de lenteur ou une façon différente d'enseigner, bien entendu, la commune, il ne faut pas dire qu'il y a dans chaque établissement ces personnes, mais la commune a psychologue, orthophoniste, etc., infirmière, mais un enseignant spécialisé, une assistante sociale scolaire, qui est plutôt en charge de voir comment ça se passe avec les familles, eh bien, sont obligatoirement dans chaque établissement. Et on forme les enseignants pour qu'ils soient préparés à enseigner de façon différente à chacun des enfants de la classe et non pas à une classe. On enseigne de façon très individualisée à chacun des enfants. On ne peut pas forcer les enfants à apprendre s'ils ne veulent pas. Donc c'est eux qui doivent construire leur apprentissage. Donc l'enseignant est là pour apprendre à apprendre aux enfants, qui vont être responsabilisés, qui vont avoir une certaine autonomie et qui vont eux-mêmes apprendre. Et je pense que ça, c'était une démarche. Alors toutes les démarches sont autorisées, mais c'est une démarche essentielle pour que l'enfant prenne conscience que c'est lui qui doit construire son apprentissage. Une des caractéristiques du système aussi, c'est que l'État a donné aux communes la gestion de tout ce qui est scolaire et par conséquent, il y a une grande autonomie dans les communes et dans les écoles. Donc la commune ou l'école a la liberté, bien sûr, de recruter ses enseignants, d'acheter le matériel, c'est tout à fait normal, mais aussi, et c'est ça qui est important, de produire le détail des programmes scolaires. La Direction nationale de l'enseignement, bien sûr, va définir des référentiels, des normes qu'il faudra suivre, donner des objectifs principaux, donner des seuils de compétences à atteindre, mais ça sera aux écoles ou aux communes, plusieurs écoles ensemble, de définir point par point quel sera le programme pour chaque matière. Donc cela donne la possibilité d'avoir un petit peu un profil différent selon les régions, peut-être selon les quartiers, selon le public, mais le but c'est que tout le monde atteigne les mêmes objectifs. Les enseignants, eux aussi, sont assez autonomes. Ils peuvent choisir la méthode qui leur semble la mieux adaptée pour leurs élèves en particulier. Et d'une année sur l'autre, ça pourrait changer. Donc la Direction nationale de l'enseignement, je vous le disais, définit des référentiels. Et ensuite, il y a une
on met les enseignants en condition de produire le programme qu'ils sont capables de faire avec leur public. On ne leur demande pas des choses impossibles. On peut voir à la baisse, on peut détailler plus. Cela dépendra. Et bien entendu, ces référentiels et ces plans d'enseignement, ça semble quelquefois très fastidieux, mais on pense que tous les 10 ans, c'est assez normal de recommencer, puisque, bien sûr, la société a évolué, il y a de nouvelles innovations pédagogiques, et puis, il y a le résultat des évaluations nationales. Alors, l'évaluation nationale, ce n'est pas du tout un examen national en fin d'un certain cycle, c'est simplement, on teste une matière, alors très souvent la langue maternelle et les mathématiques, mais toutes les matières à tour de rôle seront testées à certains niveaux de l'enseignement pour savoir quelle est la moyenne du pays. Donc on désigne bien sûr quelques écoles et quelques élèves, et on fera aussi la moyenne de l'école. Et ça, c'est très important. Si la moyenne de l'école est au-dessus de la moyenne nationale, tout va bien, continuez dans le même sens. Si la moyenne est la même, on dira attention, vous n'êtes qu'à la moyenne. Et si l'école a le malheur d'être en dessous de la moyenne, eh bien, il y aura une intervention. À la Direction nationale de l'enseignement se trouvent des inspecteurs dont la profession a été supprimée en 1990, mais qui sont tous, bien sûr, rentrés dans les commissions scolaires, à la Direction nationale de l'enseignement. Et ce sont eux les spécialistes des matières qui iront sur place discuter avec l'école, la commune, pourquoi y a-t-il eu une si mauvaise moyenne. Et ensuite, on organisera peut-être une aide spéciale à cette école, on dégagera des fonds et on enverra peut-être les enseignants en formation continue. Et puis ces moyennes permettent ensuite de faire évoluer les référentiels lors de la réforme suivante. L'évaluation, c'est quelque chose dont on a parlé aussi, et c'est ça, je pense, une des clés, c'est qu'il y a toute une mentalité qui a dû changer pour ne pas évaluer comme on l'avait toujours fait avant, en comptabilisant le nombre de fautes que pouvaient faire les élèves. Donc, on a voulu dédramatiser l'évaluation, et ne dites pas qu'il n'y a pas d'évaluation en Finlande, il y en a énormément, mais pendant les premières classes, il est strictement interdit de mettre des notes. Donc, il n'y a que des appréciations écrites, et qui doivent être toujours pensées de façon positive, c'est-à-dire on doit toujours insister sur ce que les enfants savent faire, ce qu'ils ont acquis et non pas ce qui leur manque. Bien sûr, par déduction, il faudra voir qu'il y a des progrès à continuer. Donc, peu à peu, dans la scolarité, on commence à mettre des notes, bien sûr. En général, ce sont les parents qui les demandent, parce qu'à la fin des études obligatoires, il faut un certificat qui consigne chaque note de chaque matière sans aucun coefficient, et toutes les notes ont presque la même valeur. C'est-à-dire, on veut montrer qu'un élève, son certificat de scolarité, il aura une bonne note en gymnastique, une bonne note en dessin, une bonne note en travaux textiles, travaux techniques, enseignement ménager, etc., etc. Alors, si la note de mathématiques n'est pas très bonne, on lui dira, tu sais, dans la vie, il faut aussi savoir compter, mais ça ne sera pas dramatique. Il aura quelque chose de positif aussi. Pour noter de façon équitable, les Finlandais, enfin la Direction nationale de l'enseignement, a défini des critères auxquels les écoles peuvent se fier pour essayer d'évaluer. Donc on a fait le profil, si vous voulez, du bon élève. Dans la notation finlandaise, on compte de 4 à 10, c'est plutôt un classement. Et on a fait le profil du bon élève qui a la note 8. Et pour chaque matière, dans chaque classe, on doit dire quel est le profil de cet élève. Et ensuite, bien sûr, s'il en sait plus ou s'il en sait moins, le professeur peut bien sûr changer. Et on a vu que ça donnait maintenant de meilleurs résultats, c'est-à-dire qu'on note à peu près de la même façon dans tout le pays. Et la note, d'ailleurs, ce n'est pas simplement une moyenne des tests et des examens, mais c'est aussi le comportement, c'est aussi l'aptitude de l'enfant envers les études qui est
marqués dans cette note. Donc on classe en fait l'attitude et les comportements des enfants aussi bien que les connaissances. Les enfants sont aussi, on leur demande de s'auto-évaluer, c'est très important dès les plus petites classes, et cela permet de voir un peu les progrès, et l'enfant peut voir qu'il lui faut encore apprendre quelque chose d'autre, et les parents reçoivent les auto-évaluations et peuvent en discuter à la maison. On évalue aussi les camarades. J'ai trouvé que c'était génial, parce que quand on doit évaluer ses camarades, on est beaucoup plus attentif à l'autre et on s'évalue mieux ensuite personnellement. Donc l'évaluation, pour résumer, c'est toujours pour juger ce qui est acquis, ça doit être toujours positif et c'est bien sûr montrer aussi ce qu'il faut acquérir, ce qui reste à acquérir, mais ce n'est jamais une faute. Les enseignants ont l'habitude, en début de classe, en début de cours ou en début d'année, de discuter avec leurs élèves, de tout niveau d'ailleurs, de façon différente, mais quels seront les objectifs à atteindre, et puis ils vont discuter quel sera le rythme de l'évaluation. Tous les combien de temps on fera un petit test, tous les combien de temps on fera ceci, cela. Donc on responsabilise les élèves, puisqu'ils vont peut-être voter pour dire que c'est eux qui ont décidé du rythme scolaire, du rythme des évaluations. Donc après, ça se passe relativement bien. Donc vous voyez que les enfants sont un petit peu là, ils parlent beaucoup, parce que la pédagogie fait qu'on parle beaucoup avec les copains. Ce n'est pas simplement... C'est pour poser des questions, pour apprendre les uns des autres. Et une classe est souvent une table comme ça, ronde. Alors, dans tout cela, où est l'échec scolaire? Eh bien, ce système, avec une aide renforcée, avec des objectifs à atteindre, avec un rythme de chacun à respecter, fait que l'on a presque détruit, enfin réduit au maximum l'échec scolaire. Donc les 0,3% qui restent, ce sont en général des handicapés mentaux qui ont des objectifs aussi, mais qui ne pourront jamais atteindre. Alors maintenant, bien sûr, quand on a vu que ce système avait bien réussi, on voudrait que le système du second cycle secondaire réussisse aussi bien et qu'il y ait moins d'abandon au lycée, moins d'abandon dans les écoles professionnelles. Mais on essaye de mieux orienter et aussi de rattraper le plus longtemps possible. D'ailleurs, jusqu'à 18 ans, il y a des cours de soutien qui vont être mis en place, qui sont déjà mis en place, et une meilleure orientation personnalisée des enfants. Alors, un des secrets de cette réussite est aussi la formation poussée, renforcée de tous les enseignants. Tous les enseignants, que ce soit dans les jardins d'enfants et beaucoup plus loin dans l'enseignement, bien sûr, ont une formation universitaire. Alors, dans les jardins d'enfants, c'est une formation, disons, plus courte, bien sûr, mais pour les instituteurs, depuis quelques années, on a obligatoirement une maîtrise. Une maîtrise, et on a aussi, le plus souvent, une bivalence, c'est-à-dire 2 matières. Donc, si on a 2 matières, on peut être instituteur et professeur d'anglais. Il faut être vraiment professeur d'anglais. Il y a double métier. Donc, bien entendu, il y a des années supplémentaires pour avoir une matière supplémentaire. Pour les professeurs de l'enseignement fondamental, il faut un minimum pour une matière de 160 crédits, donc 35 sont des études pédagogiques. Et pour le professeur des écoles, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a plus de crédits pédagogiques et un peu moins de crédits pluridisciplinaires. Mais tous les enseignants doivent absolument passer une année de stage dans une école d'application, dans 2 écoles d'application. Les écoles d'application, ce sont des écoles de quartier, avec les enfants de classe sociale mélangée, absolument pas sélectionnés, mais dont tous les enseignants sont des maîtres formateurs. Et ces maîtres formateurs, eh bien, ils donnent des modèles aux futurs enseignants. Et un futur enseignant doit suivre les cours de toutes les matières pour savoir comment se comporter dans différentes circonstances et de tous les âges de sa matière.
Et ensuite, il se concentrera sur la matière qu'il veut enseigner avec un tuteur. Il suivra les cours, il préparera des cours, il fera des cours, mais sera toujours repris par le maître formateur. Donc on ne peut pas dire un enseignant compétent finlandais a eu des modèles. Et c'est pourquoi, quand il commence son travail, il sait déjà comment réagir dans telle et telle circonstance. Les étrangers, il n'y en a pas beaucoup bien sûr en Finlande, mais il y en a de plus en plus. Et en quelques années, on est passé de 0,3 à 1,7 à 2,3, et maintenant on est arrivé à Helsinki, à peu près un enfant sur 10 est un enfant d'émigrés. Et l'émigration est très variée. Il y a bien sûr les réfugiés politiques et aussi d'autres qui viennent s'installer en Finlande. Donc même pour les réfugiés politiques, les communes prennent en charge de 1 à 2 ans entièrement les familles et leurs enfants, c'est-à-dire que logement, nourriture, besoins, enfin on subventionne entièrement leurs besoins à la condition qu'ils se soumettent à l'apprentissage de la langue. Ils doivent apprendre la langue du pays. Et quand ils auront un assez bon niveau de finnois, ils pourront ou bien exercer leur métier, ou bien apprendre un métier, si c'est le cas, et les enfants iront dans l'école du quartier. Et quand ils arrivent dans l'école du quartier, bien entendu, le finnois, je ne sais pas, peut-être parmi vous, il y a quelques Finlandais, mais ce n'est pas une langue extrêmement facile. De toute façon, il n'y a que les Finlandais qui la parlent. S'il y a un petit peu les Estoniens, c'est une langue cousine. Mais on ne dira jamais que la langue de l'étranger, le finnois, n'est jamais la langue maternelle de l'étranger. Donc ça sera toujours une langue seconde, une langue étrangère. Et jusqu'au baccalauréat, on devrait avoir une évaluation différente pour les étrangers. On regardera les contenus, mais pas la forme. Et ce qui est très important, c'est qu'on a dit qu'un enfant, surtout très jeune, ne pouvait pas avoir une identité culturelle si on ne renforçait pas l'apprentissage de sa propre langue maternelle. Donc les écoles mettent en place l'enseignement de la langue des immigrés. Et il y a à Helsinki 200 langues étrangères qui sont enseignées par des enseignants. Quelquefois, il y a des difficultés, bien sûr, à trouver un enseignant dans cette langue, mais dans ce cas-là, on prend des parents, peut-être un peu plus éduqués, qui puissent faire la lecture, qui puissent parler, qui puissent consolider cette langue maternelle qui est essentielle si on veut faire de vrais citoyens finlandais bien intégrés. Il faut qu'ils sachent et qu'ils parlent leur langue maternelle. La religion, pourquoi vous parlez de la religion? Parce que bien sûr, la Finlande est un pays où l'Église et l'État n'étant pas séparés, la religion est une matière absolument dans l'emploi du temps. Et les religions officielles, c'était bien sûr la religion luthérienne et la religion orthodoxe pour des raisons historiques, mais elle peut bien entendu être remplacée par l'éthique ou la morale. Tout le monde n'est pas obligé de suivre ces cours de religion, mais c'est ça, c'est la raison pour laquelle je vous parle de ce petit point, c'est que maintenant avec l'immigration, 3 enfants d'une autre religion ne sont pas obligés de faire de l'éthique ou de la morale comme on faisait avant. Ils peuvent demander l'enseignement de leur religion à l'école. Donc nous avons, bien sûr, dans le lycée où j'étais, il y avait des luthériens en majorité, quelques orthodoxes, des catholiques et des musulmans. Donc toutes ces religions sont acceptées dans toutes les écoles. Le professeur, comme partout ailleurs, a un rôle très important, bien sûr, mais il a peut-être en Finlande un peu plus de droits et un peu plus de responsabilités qu'ailleurs. Il peut choisir le manuel qui lui semble le meilleur pour ses élèves. Il en discutera, peut-être que dans l'école, on fera un consensus, que les professeurs choisiront le même manuel d'histoire, le même manuel, mais peut-être pas, peut-être pas. Il décidera vraiment du contenu de son cours qu'il construira lui aussi, avec bien sûr les mêmes objectifs d'évaluation et de compétences en fin de parcours. Et il est aussi chargé, bien sûr, je dis bien sûr,
de la discipline, c'est-à-dire que dans un établissement, vous avez le proviseur, ses adjoints, une secrétaire, un économe ou un attendant, et puis les enseignants, et ils font tout le reste. Donc les enseignants sont chargés de la discipline, ils enseignent, et ensuite ils suivent leurs élèves dans la cour, dans les couloirs, et aussi à la cantine. Ils seront directement en contact avec les parents pour les absences, les retards, surtout dans les petites classes. Vous savez, Internet, c'est très utile, les textos sur les téléphones mobiles aussi. Donc on peut tout de suite voir pourquoi l'enfant n'est pas venu en classe, surtout s'il est petit, bien sûr. Les parents ont le devoir d'annoncer immédiatement la raison du retard ou de l'absence, mais ils l'oublient quelquefois. Il donnera d'abord lui-même des cours de soutien après la classe. Bien sûr, on le paiera en heures supplémentaires, mais c'est son devoir d'aider les élèves, lui d'abord, et après de demander à quelqu'un d'autre s'il n'est pas capable de le faire. Et il y aura, comme partout ailleurs, des concertations et beaucoup de travail en équipe avec les collègues pour faire des matières, des thèmes transversaux, par exemple. Mais il y aura des réunions de niveau, des réunions de classe, des réunions de cycle, des réunions de matière, et il y a des réunions, absolument toute la gamme de réunions que vous pouvez imaginer. Et on demandera aux enseignants aussi de toujours continuer à se former. On apprend tout au long de la vie, donc la formation continue est très importante. Et puis, depuis quelques années, on a exigé que tous les enseignants sachent manipuler l'outil informatique pour mettre les notes, pour mettre les absences, pour faire tout le travail, pour mettre les cours en ligne, être capable aussi de faire un petit matériel, que des exercices supplémentaires pour les élèves, etc. Donc, tous les enseignants sont obligés. Et là, j'avoue que les professeurs sont moins bons élèves que leurs élèves, puisque la Direction nationale de l'enseignement pensait que 80% des enseignants devraient avoir un certain niveau en informatique, et on s'est aperçu que c'était entre 30 et 40%. Donc là, il y a des progrès à faire. On va pousser la formation continue et les obliger à suivre des cours. Et une chose très importante, c'est que l'enseignant essaye de suivre ses élèves le plus tôt longtemps possible. Donc, un instituteur ne fera jamais qu'une classe et puis l'année suivante d'autres élèves non. Si c'est possible, il les suivra au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, pourquoi pas. Et si c'est un professeur de matière, il essaiera de garder le même groupe d'année en année, tant que l'enfant est dans l'établissement, parce que les enfants ont un rythme différent et on arrive peut-être à mieux programmer les choses si ça se passe sur plusieurs années. Et puis, quel avantage! Les élèves et les professeurs se connaissent bien. Donc, ce qui fait la caractéristique de ce système, c'est peut-être sa continuité, sa cohérence, des objectifs qui sont quelquefois plus importants que des contenus, des connaissances qu'on peut avoir ailleurs qu'à l'école, fortement orientés vers l'avenir, bien sûr. Pour le marché du travail, c'est sûr qu'il y a un pont entre la vie active et l'école, et surtout quelque chose qui a été remis dans les nouvelles directives entre 2008 et 2010, c'est le bien-être. On veut que les enfants, bien sûr, ce soient des citoyens responsables, mais qu'ils soient heureux de vivre, qu'ils soient équilibrés, et on insiste énormément sur ce bien-être. La coopération, comme partout ailleurs, avec les parents, les autorités et la vie active doit être efficace. Donc ça, simplement pour illustrer que chaque école est bien équipée pour toutes les matières pratiques. Pour la musique, vous voyez, on peut presque tous apprendre d'un instrument de musique. Ici, on fait du bricolage, là, on fait du dessin, mais les classes sont bien équipées. Alors, pourquoi ce succès des Finlandais aux études PISA ? Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'en l'an 2000, les Finlandais n'ont absolument pas réagi tout de suite à ce succès. Ils ont cru que c'était une erreur. Mais il a fallu que ce soit les Allemands qui interviennent, qui insistent. Et après, la presse en a parlé et les Finlandais se sont interrogés. Ils avaient fait des études nationales, des évaluations nationales, et avaient vu qu'il y avait des différences entre le nord et le sud, entre les garçons et les filles, entre la campagne et les villes. C'était assez normal, mais ils ont trouvé que leur école n'était pas assez égalitaire. Et avec PISA, ils se sont aperçus que même si eux n'étaient pas contents de leur système, eh bien, c'était nettement mieux que dans d'autres pays.
Donc, ça a été... On a beaucoup parlé, on a eu des équipes de chercheurs qui ont commencé à analyser, mais pourquoi. Alors, pour la lecture, je vous donne quelques pistes. On a dit que c'est à cause de l'âge de la scolarité. Les enfants sont très bien préparés en préscolaire à l'âge de 6 ans, qui avant était payant, maintenant qui est gratuit, donc suivi presque à 100%. On prépare les enfants à l'école sans leur apprendre à lire, sans leur apprendre à écrire et sans leur apprendre à compter, mais en les préparant vraiment. Donc ça se passe 2 fois plus vite après. La formation des enseignants, bon, ben, partout ailleurs, elle est très bonne aussi. La lecture syllabique, alors là aussi, ce sont les Finlandais qui disent ça. Moi, ça n'avance pas que ça soit une lecture syllabique ou pas. C'est pas une langue facile. Transparence de la langue, parce qu'on dit qu'elle est phonétique. Alors là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Avec les doubles consonnes, les doubles voyelles, ça peut poser des problèmes si on n'entend pas très bien. Mais il y a de très bonnes traditions anciennes de la lecture, peut-être dues au climat, peut-être dues au genre de vie, à l'éloignement des habitations, avec un très bon réseau de bibliothèques. S'il n'y a pas de bibliothèque, c'est le bibliobus qui viendra vous voir 2 fois par semaine. Donc les Finlandais lisent beaucoup. Je crois que dans les statistiques, c'était eux les petits jeunes Finlandais lisaient le plus la presse quotidienne. Ils étaient parmi ceux qui lisaient le plus, qui avaient le plus de livres à la maison aussi. Donc c'est quand même quelque chose de très bien. Et comme vous l'aviez dit aussi, c'est parce que les mères ont eu traditionnellement une bonne éducation que ça se reflète dans l'éducation des enfants. Et alors là, j'ai mis en rouge, et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, c'est qu'en 2001, il y avait l'année des langues, et j'ai eu le plaisir d'être à Bruxelles pour la cérémonie de clôture de l'année des langues, mais l'année des langues pas des pays de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire beaucoup plus de pays. Et tout le monde a applaudi, a signé une charte qui disait « Chacun s'engage à demander aux télévisions, monsieur, aux télévisions nationales, de mettre sur les chaînes nationales des programmes étrangers avec des sous-titres dans la langue du pays. » Tout le monde a applaudi, mais je n'ai pas vu le résultat ni en France, ni en Belgique, ni en Allemagne, ni en Espagne, ni en Italie. Donc les pays continuent à avoir le doublage des films. Et cette chance qu'ont eu les pays scandinaves, et d'ailleurs tous ceux qui sont en tête dans les études PISA, ont des télévisions avec des programmes en version originale sous-titrée. Un petit bonhomme qui veut savoir ce que se passe dans le film de Walt Disney, la maman va lire les sous-titres, et puis un jour, il en a marre, il va lui-même apprendre à lire. Et il va lire de plus en plus vite, mais surtout, ce qui est important, il va comprendre ce qu'il va lire. Donc, ce sous-titrage des programmes télévisés a 2 avantages. Bien sûr, on entend des langues étrangères, donc ça forme l'oreille, c'est très bien, mais on apprend à lire et à comprendre ce que l'on lit. Et la même chose avec l'informatique. Les garçons, eux, étaient un peu plus réticents dans la lecture et l'écriture. Eh bien, on a vu que l'informatique avait développé chez eux de meilleures compétences, puisqu'ils sont toujours devant leur ordinateur, ils doivent écrire et lire aussi. Donc, je continue les raisons du succès, bien sûr, ces soutiens absolument institutionnalisés. Les bonnes relations élèves-professeurs, donc les élèves se confient facilement à leurs professeurs et peuvent oser, je crois, leur dire « tu vas trop vite, moi j'ai pas compris, recommence ». Donc il y aura plus de contact entre les élèves et le professeur. D'ailleurs, les étrangers qui viennent en Finlande sont choqués quand ils entendent les enfants appeler les professeurs par leur prénom et les tutoyer. Mais ça, c'est venu de la Suède, parce que les Suédois faisaient comme ça. Mais ça montre aussi les contacts. Et dans une société où, vous savez, les Finlandais, 1/3 des mariages se terminent par un divorce, il y a beaucoup de familles monoparentales, quelquefois on se demande où sont les parents d'ailleurs, eh bien l'enseignant est celui qui est là tout le temps. Donc on se confie à lui aussi. Très peu de différence, vous l'avez dit avant, entre les écoles et 100% de fréquentation.
Et le réseau des écoles privées que j'ai mentionné tout à l'heure est devenu absolument réduit. Il y en a un petit peu plus peut-être, avec quelques écoles spécialisées. Chaque école a son propre plan d'enseignement, donc il correspond au profil de ses élèves. Et puis bien sûr, toute une série d'évaluations et d'auto-évaluations tout au cours de la scolarité depuis les premières classes qui sont obligatoires, même si on ne fait pas d'examen avec des notes. Et dernière chose, le syndicat est un syndicat très fort en Finlande, mais pour toutes les professions, pas simplement pour les enseignants. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Cela veut dire que c'est un partenaire social équivalent aux autres et il est toujours à la table des discussions quand on décide de faire des réformes, quand on décide des programmes, quand on décide de la journée de travail, etc. Ils seront toujours là. Donc il n'y a pas de raison de donner des ordres de grève quand on annonce une réforme qui est pour le bien des enfants. Pour l'avenir, il faut continuer, bien sûr. Et vous voyez quelque chose qui vient en leitmotiv, motivé pour prendre plaisir à apprendre. Il faut qu'on aime étudier, qu'on étudie, ce n'est pas une obligation, mais qu'on ait envie de le faire. Renforcer le soutien individuel, développer le bien-être et amener 98% d'une classe d'âge qui avait 16 ans au lycée ou à l'école professionnelle. Insister bien entendu sur le multiculturalisme, accentuer sur sa propre culture pour mieux comprendre la culture des autres. Importance des matières qu'on avait un peu oubliées, comme l'éducation physique. On s'est aperçu que les Finlandais ne savaient plus nager, qu'il y avait des noyades incroyables avec toute l'eau qu'il y a dans ce pays. Eh bien, on remet la natation obligatoire dans les écoles à 2 niveaux au primaire. Citoyenneté active, c'est le but, etc., etc. Alors, quelques chiffres, je vous avais promis quelques chiffres. Eh bien, 190 jours de travail, ça, c'est passé dans la loi. Mais on peut en faire plus, bien sûr, si on veut. Mais les 190 jours peuvent être faits différemment. 3 journées de plus pour les enseignants. Alors, dans les petites classes, un horaire qui est plutôt allégé, 23 dans les autres, 24 dans les classes 5 et 6, et puis au collège, ce qui correspondait au collège, à peu près 30 heures. Et on peut ajouter, bien sûr, quelques options, c'est-à-dire si on aime vraiment bien l'enseignement ménager, on peut peut-être faire des cours de cuisine en plus. Si on veut faire un peu plus de sport, il y a peut-être un club de sport. Donc c'est possible d'augmenter cet enseignement. Alors ça, c'est quand même fantastique. Les heures en Finlande n'ont que 45 minutes. Donc 45 minutes devant la classe et 15 minutes de récréation. Alors, ce n'est pas 45 minutes, 15 minutes, 45 minutes, 15 minutes. On peut grouper, bien sûr, les heures de cours. Et selon les écoles et selon l'âge, bien entendu, on fait des choses incroyables de 75 minutes, 90 minutes. Enfin, il y a tout est possible du moment qu'on arrive à un certain nombre d'heures faites par journée. Et le repas est pris, bien sûr, à l'école, avant de quitter l'école. Et on mange, tout le monde mange à la cantine. Alors, je ne vais pas vous expliquer la répartition des heures, mais simplement vous dire que le ministère de l'Éducation fixe le total qu'il faudra avoir fait pour chaque matière, le total minimum. Et bien sûr, à l'intérieur de cela, dans le cycle, on met le nombre d'heures que l'on juge nécessaire par année. On peut commencer avec plus d'heures ou on peut finir avec plus d'heures, mais on module comme on veut. Donc ça, ce sont les écoles qui décideront comment ils vont faire. Au lycée, dont je vous ai peu ou pas parlé, le système est tout à fait différent. Pour aller au lycée, il faut avoir bien sûr le certificat de fin de scolarité avec toutes les notes positives, plus que 4. Et ensuite, il faut avoir une moyenne des notes intellectuelles. Et cette moyenne va conditionner le passage ou non au lycée, parce que les lycées sont très sélectifs. Ils ont tous une culture générale, ils ont tous un bac de culture générale, tout le monde aura le même bac à la fin, mais ils peuvent se spécialiser. C'est-à-dire qu'en plus des cours obligatoires, ils peuvent présenter énormément de cours dans une spécialisation, par exemple l'art dramatique, la gymnastique, la biologie. Et cela fera que les élèves choisiront ces lycées pour mieux préparer les études universitaires après. Donc, c'est un peu compliqué, mais on a voulu que tout lycéen puisse passer le bac entre 2 ans et demi et 4 ans. Donc, il y a 3 sessions du baccalauréat, et quand on a le nombre minimum de
module. Un module, ou de cours, c'est 38 heures de cours qui sont faits. On peut passer les épreuves du baccalauréat, puis après on continue à se perfectionner dans la matière si c'est nécessaire. Et ce baccalauréat, bien sûr, le lycée, les lycées qui sont très spécialisés sont très demandés. Et comme ils sont nationaux, beaucoup d'élèves veulent y entrer. Et là, la moyenne pour rentrer dans ce lycée est importante. Donc, on va par exemple à un lycée d'art dramatique, je ne sais pas exactement, mais sur l'échelle de 4 à 10, avoir 9 de moyenne pour entrer dans un lycée d'art dramatique, parce que tout le monde veut faire du théâtre. Et ça ne sert à rien, tout le monde ne pourra pas faire de théâtre. Et c'est la même chose avec les écoles professionnelles. Les écoles professionnelles sont très demandées et on insiste sur justement la moyenne pour pouvoir entrer dans une bonne école professionnelle. Alors voilà à peu près les horaires et les vacances des enfants. Les salaires, je vais vite passer parce que c'est peut-être à peu près approximativement. Il y aura certainement ou bien une grève ou bien une revalorisation des enseignantes maternelles qui maintenant ont un diplôme quand même universitaire. D'ailleurs, la dernière grève remonte à 1984 et c'était à cause des enseignantes maternelles qui étaient vraiment en dessous de tout. Mais on a déjà revalorisé, mais peut-être pas assez. Le nombre d'heures pour les enseignants, quand ils font toutes les matières en tant qu'instituteurs, ils ont un horaire de 24 heures, mais quand ils ont des matières différentes, on va remettre parce que quand même, ils ont un peu moins d'heures. Et vous remarquez qu'il y a une différence à formation égale entre les professeurs qui enseignent au collège ou au lycée. C'est une question de responsabilité et aussi d'évaluation où on pense qu'il y a plus de préparation et plus de correction à faire quand on est à la veille du baccalauréat, qui est l'examen national. Donc il y a 1 heure en moins par rapport aux autres. Alors, parmi les enfants qui arrivent en classe 9, eh bien, 56 vont rentrer directement au lycée. Lycée de culture générale, absolument. 38 iront dans la formation professionnelle, qui est très valorisante et très valorisée. Et 2% réfléchiront, essaieront d'améliorer une matière qui permettra d'augmenter la moyenne pour entrer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Et puis 4-5%, ça dépend selon les années, réfléchissent. Ils veulent vivre leur vie, quittent l'école, puisque la scolarité n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. Et bien sûr, j'ai rajouté provisoirement, parce qu'un petit travail pendant 1 an ou 2, ils verront que personne n'en veut, ils ne savent rien faire, donc ils iront peut-être en alternance, stage et formation professionnelle. Ils travailleront et ils auront un stage, mais souvent, ils reviennent dans le circuit, ils vont dans des lycées du soir pour essayer de passer un baccalauréat ou bien de rentrer dans une école professionnelle. Fin. Alors, fin, c'est comme Finlande. Et ça, c'était le lycée que certains ont peut-être vu, mais c'est le lycée où j'ai enseigné pendant 36 ans quand même. Donc, on a essayé de faire quelque chose. Alors, si vous voulez des renseignements en finnois, si vous parlez la langue, c'est facile. Mais en anglais, vous arrivez à trouver quelques petites choses sur le site officiel du ministère de l'Éducation. Sur le site de l'ambassade de France en Finlande, il y a une bonne description du système éducatif. Je suppose que sur l'ambassade de Finlande en Belgique, il y a exactement la même chose et encore mieux, vous êtes tout près. Là, j'avais mis simplement, si vous voulez du soutien en français, vous pouvez aussi proposer des exercices que l'on demande à faire aux étrangers, puisque ça sera quand même les bases du français. Si vous voulez m'écrire, c'est là. Et puis, si vous voulez ce diaporama, eh bien, vous pouvez taper Claude Anttila et ensuite, vous trouverez, quand je rentrerai en Finlande, ce programme. Il y en a d'autres aussi. Et j'ai vu un dossier qui a été fait par des Français d'ailleurs, pas des Belges, mais des Français. Changeons l'école, tout le monde veut changer l'école, donc c'est pas très original. Mais si vous ajoutez équité sociale, vous verrez une étude qui a été faite sur les pays nordiques, spécialement la Finlande, en comparaison avec la France. Donc ça peut vous donner des idées aussi, pourquoi on en est arrivé là, et on a analysé les choses. Donc merci beaucoup.
et j'attends vos questions.